Alexandre, qui est chirurgien et qu'on a souvent vu sur les plateaux, alors vous êtes un anti-Raoult. Moi, j'étais un admirateur de Raoult. Avant qu'il parte en vrille en janvier-février, quand il a annoncé qu'on n'allait pas s'inquiéter pour 3 Chinois qui mourraient, quand il a annoncé que ça ferait moins de morts que les accidents de trottinette. Moi, j'étais un admirateur de Raoult. Je lisais tout ce qu'il écrivait. C'était un homme que j'aimais beaucoup. Et j'ai été extrêmement surpris de le voir partir dans le délire dans lequel il est parti, en niant la maladie. Et il a retardé la prise de conscience en France. Raoult a convaincu beaucoup de gens que l'épidémie n'aurait pas lieu. Mais attendez, vous êtes sérieux ou quoi? Je suis extrêmement sérieux. En janvier-février, il a fait prendre du retard. Quand il a expliqué qu'on n'allait pas s'inquiéter pour 3 Chinois qui meurent, il a fait prendre du retard à la prise de conscience. Moi, je fais partie des gens qui ont été abusés. J'étais persuadé qu'il n'y aurait pas d'épidémie. Parce que j'étais un admirateur de Raoult et j'ai cru ce qu'il disait. Et moi, personnellement, j'ai professé sur Twitter des conneries en janvier. J'ai dit, il n'y aura pas d'épidémie. Elle n'atteindra pas l'Europe parce que j'ai adhéré à ce que disait Raoult. Donc il a une part de responsabilité dans vous allez pouvoir développer, mais comme Régis de Castelnau. L'épidémie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croyaient en Raoult. Non, mais quand j'ai dit tout à l'heure qu'il avait minimisé l'épidémie, vous m'avez dit... Non, c'est le mot grippette qu'il n'a jamais employé. Alors d'accord, le mot, mais il a minimisé l'épidémie au départ. On va pas s'empêcher de dormir pour 3 Chinois qui meurent. Moi, je sais pas. Non, mais attendez, je ne sais pas. Encore une fois, je vais répéter. Je ne sais pas s'il a raison ou tort. Non, mais bien sûr, mais s'il a raison ou tort, la seule chose, et c'est pour ça que je réagis, c'est qu'il n'a pas du tout été le seul à le dire. Et pardonnez-moi, mais vous étiez le seul, par contre, parce que vous êtes un professionnel, à connaître Didier Raoult au mois de janvier. En fait, on ne le connaissait pas. Donc ne dites pas que c'est lui qui nous a empêchés de prendre conscience. C'est absurde. Régis de Castelnau, et après on continue. Régis, sur le fond. On est en septembre. Oui. Il fait encore 25 degrés, donc on n'est pas à l'intérieur. Et c'est quand on rentre à l'intérieur qu'il y a la plus grosse circulation de virus. Et on a eu hier une augmentation de 10,5% de patients pour Covid en réanimation en France. C'est-à-dire le nombre de patients en réanimation a augmenté de 10,5% hier. Donc nous sommes dans une zone dangereuse. On peut casser... le nombre de gens testés positifs. Pourquoi dangereuse? deuxième vague. Mais il n'y a pas de deuxième vague. C'est pas vrai, il y a une deuxième vague avec une augmentation des malades en réa. Là, vous êtes anxiogène. Non, je suis désolé de vous le dire. Vous n'avez pas le droit de dire ça. J'ai tout à fait le droit de dire. C'est médicalement faux ce que vous dites. On était stable à 300. On était stable à 300, on est à 550. Mais c'est pas une deuxième vague. Je suis désolé, c'est le début d'une deuxième vague. C'est le début d'une deuxième vague qu'on ne voit. C'est ça qui est le... En fait, c'est ça le danger. Qu'on ne voit pas qu'en France. En Israël, la situation est extrêmement difficile en ce moment. Le Maroc dérape, l'Italie commence à remonter, l'Allemagne a remonté et l'Espagne est dans une situation vraiment difficile. Elle a dépassé... Merci, au revoir. Je vous avais dit, j'ai entendu là, vous avez vu la voix divine de Régis de Castelnau. Je vous avais dit merci. Oui, on me dit au revoir, je réponds. Oui, bien sûr, mais vous avez dit au revoir il y a 20 secondes, mais c'est pas grave. L'histoire de la deuxième vague, c'est intéressant parce que personne ne dit ce que vous dites. Je voudrais rajouter un mot. Moi, je suis pas médecin. Moi, je suis très heureux que l'équipe de Raoult soit en train de changer de discours. Car elle est très écoutée. Vous savez que l'IFOP a montré que 80% des sympathisants gilets jaunes étaient pro-Raoult. C'est quelqu'un qui a une influence importante, notamment dans les milieux populaires. Et après avoir nié la deuxième vague, l'équipe Raoult aujourd'hui ne la nie plus. Elle ne l'appelle pas deuxième vague, elle l'appelle rebond. C'est ce qu'a dit Parola tout à l'heure, je l'ai bien entendu, il a dit ça vers 9h20. Oui, mais c'est pas la même chose. Non, c'est la même vague. C'est pas la même chose, c'est pour ça que c'est dangereux. On était quasiment arrivé à des taux de rentrée en réa qui étaient très très faibles. Il y a aujourd'hui, alors appelez ça rebond si vous voulez pas. Mais c'est pas la même chose. Mais on a une augmentation. Mais oui, mais c'est pas la même chose, monsieur Alexandre. Un taux élevé. C'est pas la même chose. Le mot deuxième vague, c'est anxiogène. Vous voyez, les mots ont un sens. On n'est pas rassurant. Le rebond actuel n'est pas rassurant. Vous savez combien il y a eu de morts le jour du confinement? En mars, il y en avait que 27. En réalité, quand on est face à une exponentielle, et un virus, c'est une vague, ça peut aller très vite. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Par ailleurs, par rapport à ce qu'a dit Parola, je voudrais quand même rajouter quelque chose. Aujourd'hui, l'équipe de Raoult, pour parler de l'efficacité de la chloroquine, elle parle du Niger et du Sénégal. Heureusement qu'il n'y a pas de mort au Niger et au Sénégal, c'est les deux pays les plus jeunes au monde, parmi les plus jeunes au monde. L'âge médian au Niger est de 15 ans.
C'est le pays le plus jeune au monde. Et au Sénégal, c'est de 19 ans. Dans des pays où il n'y a pas de vieux et où il n'y a que des ados, évidemment qu'on a une très faible mortalité, puisque vous savez que la mortalité des plus de 80 ans est 180 fois supérieure à la mortalité des moins de 40 ans. Donc le fait que le Sénégal et le Niger aient des bons résultats n'est vraiment pas une preuve de l'efficacité de la potion Raoult. Moi, je vérifie tout ce que vous dites. Si vous commencez à me dire des choses qui ne sont pas justes, il n'y a pas eu 27 morts le 14 mars, au début du confinement. Il y en a eu 91. Donc, moi, je vérifie tout, et je le vérifie en direct. La veille du confinement, vérifié. Je les vérifie. 91 décès en contexte hospitalier, en plus. Il y avait très peu de morts au début. Oui, mais vous avez dit 27. Le problème, c'est que vous avez dit 27, c'est 91. Il y avait très peu de morts au début du confinement. Mais il y en a 91. Et hier, par exemple, hier, il y a eu 25. Attendez, hier, il y a eu 25 décès en 24 heures. Là, il y a eu 91 décès en contexte hospitalier. Vous avez dit 27, c'était le 14 mars. Donc, c'est pour ça que c'est difficile. En nombre de... C'était le 17, si je peux me permettre. Alors le 14 mars, vous voyez, moi j'ai j'ai le chiffre du 14 mars. C'était le 17. Bon, le 17. Donc il doit y avoir plus de morts encore. Donc c'est ça qui est compliqué dans ces discussions, c'est que tout le monde prend les statistiques en fonction. Sur le jour de confinement, on était au tout début de l'épidémie. Donc aujourd'hui, il faut qu'on fasse attention. Il y a des pays qui ont cassé le deuxième rebond. Notamment, en ce moment, il y a une stabilisation chez moi en Belgique. Il y a eu une très très forte augmentation. Et comme tout le monde suit les mesures barrières, on a une stabilisation depuis une semaine. En réanimation aujourd'hui. 537 personnes en réanimation. Il y en a moins de 25 à Marseille. Et Monsieur Parola nous dit, le virus a changé, les cas sont moins graves et on soigne mieux. Le virus a changé. On meurt plus du Covid-19. Rien ne prouve que les 7000 mutations du virus... Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit on ne sait pas si les mutations du virus le rendent moins agressif. Oui, il a dit ça. Oui. Non. Et personne, aucun spécialiste sur Terre aujourd'hui ne peut dire si les 7000 mutations, parce qu'il y a 7000 mutations dans le virus, de l'ARN du virus, personne ne peut dire que ces mutations le rendent moins agressif. Et la plupart des 7000 mutations existaient déjà en avril. J'entends ce que vous dites, mais est-ce que vous vous rendez compte? J'ai l'impression que vous êtes médecin et que vous voyez cette épidémie uniquement à travers l'aspect médical, sanitaire pur. Mais il n'y a pas que ça. Les enfants qui ne vont plus à l'école, les conséquences psychologiques, je ne parle même pas des conséquences économiques, là. Il y a autre chose. On dirait que vous ne voyez cette maladie qu'à travers un seul prisme. C'est un ensemble de choses. Et que comme un médecin, vous avez deux œillères et vous ne voyez la maladie qu'à travers... C'est bien parce que je ne veux pas que le produit intérieur brut français baisse de 20% cette année avec un deuxième confinement en novembre-décembre que je suis favorable à ce qu'on soit aujourd'hui extrêmement vigilant. Pour qu'il n'y ait pas une deuxième vague grave, les classes fermées, il faut qu'on soit aujourd'hui très vigilant. Les classes fermées, par exemple, qu'on ferme, les conséquences sont terribles pour les familles, pour la psychologie des enfants, etc. Bon, Philippe Parola, il dit ça sert à rien. En gros, il dit on faut pas fermer les écoles. La différence par rapport au passé, c'est que nous ne supportons plus la mort. En 1919, la grippe espagnole a fait 408 000 morts en France sur les 50 à 100 millions de morts qu'elle a fait sur Terre. On a commandé 408 000 cercueils, on n'a rien fermé, on n'a rien confiné. Comme on n'avait pas de lit hospitalier, on mettait les gens dans des hangars et on attendait qu'ils meurent. Et en plus, vous savez que la grippe espagnole touchait des gens très jeunes parce que les gens de plus de 40 ans étaient protégés par un épisode de grippe des années 1880 qui les avait immunologiquement protégés. Donc, dans le passé, on supportait d'avoir beaucoup de morts. Lors de l'épidémie de grippe de 1969, rien qu'en décembre 1969, on a eu 25 000 morts en France. On n'a confiné personne. C'est une des années où il y a eu la plus forte croissance de l'économie française dans le siècle, puisque la croissance a fait plus 7%. Mais il n'y avait pas les médias. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas, nous ne supportons plus d'avoir autant de morts. Donc, de toute façon, s'il y a une deuxième vague grave, on reconfinera. C'est pour ça qu'il faut tout faire pour casser la deuxième vague tout de suite. Moi, je crois pas qu'on reconfinera. Et c'est pour ça qu'il faut être vigilant. En fait, le problème, c'est qu'on parle là des décisions qui sont prises. On commence sur la question du masque. Or, et c'est pour ça, tout à l'heure, je disais, je vais donner un exemple. On a un gouvernement qui prend des décisions politiques et qui, effectivement, on avait la discussion précédemment sur la place du politique et la place, effectivement, des scientifiques. On a aujourd'hui un gouvernement qui prend des décisions qui sont censées protéger, effectivement, la population. Il y a la vie, en fait, entre le fait de mépriser la mort et le fait de la fuir à tout prix. Il y a quand même la vie entre les deux, quoi. Il est possible d'être prudente en acceptant effectivement que notre condition humaine se termine par la mort.
le gouvernement aujourd'hui, pourquoi est-ce que pendant l'été, on peut avoir effectivement un œil critique, tout en n'étant pas médecin et en ne sachant pas tous les tenants et les aboutissants sur ce virus, sur les décisions. Aujourd'hui, on nous demande de mettre un masque partout, notamment dans la rue, effectivement en extérieur. Là où Régis de Castelnau a raison, au-delà des débats juridiques que je ne maîtrise pas, c'est que quand une décision qui est prise comme en état d'urgence par un gouvernement seul s'impose à toute la population, c'est notre devoir de la discuter, de savoir est-ce qu'elle est juste ou non. Or, en extérieur, rien ne prouve effectivement, surtout quand sur les terrasses de café, pour des raisons évidentes, on peut l'enlever, quand on rencontre des gens chez nous, etc., on ne l'a pas, on nous impose le masque toute la journée. Et quand vous revenez à l'aéroport, ce qui m'est arrivé, c'est ça que je voulais vous raconter, au mois d'août, après l'explosion qui a eu lieu à Beyrouth, je suis partie en reportage à Beyrouth. Le Liban, dans l'état désastreux dans lequel est ce pays, vous demande de faire un test avant de partir. J'ai fait un test, alors moi, contrairement à l'exemple que donnait Monsieur Parola, j'ai eu la réponse très rapidement. J'ai fait un test en France. Je suis négative, je pars au Liban. J'arrive au Liban, ils me prennent la feuille avec le test dans l'avion, en arrivant au Liban, et en sortant de l'aéroport, je suis à nouveau testée. On me demande à côté de qui j'étais dans l'avion, je suis testée et dans les 3 jours, je sais si oui ou non, non seulement moi je suis positive, mais si j'étais dans l'avion à côté de quelqu'un de positif. Donc ça, c'est au Liban, qui est dans une crise économique absolument abominable, qui vient de se taper une explosion absolument atroce et qui est vraiment, vraiment dans le mal. Le retour en France, on ne me demande pas de test pour rentrer. On me fait remplir 3 papiers différents, extrêmement longs, très compliqués, pour savoir qui j'ai vu, est-ce que j'ai rencontré des gens qui avaient le Covid ou pas, etc. au Liban. J'arrive à l'aéroport. Je montre mon passeport au policier qui me demande mon passeport en arrivant et je lui dis à qui je donne ces papiers. Il me dit on les prend pas. D'accord, donc j'ai rempli tous ces papiers pour rien. Et il y a des grands panneaux partout qui me disent vous allez être testé au niveau des bagages et j'arrive et il n'y a aucun test nulle part. Donc je suis rentrée en France comme dans un moulin en ayant bien rempli des papiers qu'on m'a demandé de remplir dans l'avion sur demande des autorités françaises et que personne n'a récupéré à l'aéroport. Donc moi, au bout d'un moment, je veux bien qu'on nous culpabilise en nous disant si vous ne faites pas ça, vous mettez tout le monde en danger. Mais tous les médecins, pour le coup, et là tout le monde a été d'accord pour dire qu'au tout début, à la fin du déconfinement, il y a effectivement des cas de manière extrêmement logique qui ont été importés par des gens qui arrivaient de l'extérieur. Et ça, en fait, à la fin août, c'est toujours pas réglé. Donc il y a un moment, on peut quand même effectivement poser des questions sur les priorités que se donne aujourd'hui le politique dans le pays. Et le ministre de la Santé dit publiquement, je comprends que lorsqu'on arrive d'un voyage, on a autre chose à faire que de se faire tester à l'aéroport. Bah, oui. Ce virus est très récent. Ce virus date de décembre. Ça fait 9 mois. Pour bien connaître un nouveau microbe, un nouveau virus, il faut des années. Il est normal que les pouvoirs publics aient du mal aujourd'hui. Sinon, c'est du poujadisme de croire qu'on peut connaître un virus, son épidémiologie, son évolution en quelques mois. Évidemment qu'on a fait des conneries. Moi, aujourd'hui, je considère, et ce n'est pas pour défendre un collègue, puisque Olivier Véran est médecin, je trouve que le ministre de la Santé, Olivier Véran, fait au mieux compte tenu des incertitudes que l'on a. Mais il fait de la politique, Olivier Véran, et je ne peux pas lui reprocher. Alors, je voudrais juste dire que les données Santé publique France, sur le nombre de morts au début du confinement, c'est bien 27. Vous pouvez vérifier, c'est le chiffre que je vous ai indiqué tout à l'heure. Écoutez, moi je suis désolé, j'ai un chiffre différent. Donc il date de quel jour, votre chiffre ? Il date de quel jour ? Vous tapez Covid-19 dans Google. Non, mais il date de quel jour ? Mais ce sont les données d'aujourd'hui, qui est actualisée aujourd'hui. Non, mais je ne vous ai pas dit 27, vous m'avez dit au début du confinement. Au début du confinement, ce sont les données aujourd'hui du début du confinement. Vous voyez, c'est le tableau qui est fait tous les matins. Regardez. Écoutez, vous tapez Covid-19 dans Google. Je veux bien qu'on... C'est un point de détail. Hein. Non, c'est pas un point de détail. Le 14 mars, le bilan est de 4500 cas confirmés, chiffre qui a doublé en 72 heures et 91 décès en contexte hospitalier. Déclenchement du stade 3 et instauration du confinement, article détaillé. Je peux pas vous dire autre chose. Le confinement a débuté le 17. Oui. Moi, et c'est 27 morts le 17. Moi, j'ai le 14 mars, donc... Vous regarderez le jour Et si c'est le 17 mars, en plus, qui est un lundi, généralement le nombre de morts est moins important le lundi parce qu'on les avait pas comptabilisés. Mais peu importe. Là aussi. Bref, il n'y avait pas beaucoup de morts au début du confinement. Il n'y en avait pas, mais il y en avait plus qu'aujourd'hui. C'était retardé. Mais il y en avait plus qu'aujourd'hui. Oui, bien sûr. Mais c'est ça que je veux dire. Aujourd'hui, il y en a eu. En France, elle est très récente. On a dépassé 1000 contaminations par jour très récemment. Et le taux de positivité des tests n'a dépassé 5% qu'hier. Mais on ne testait pas, monsieur Alexandre. C'est surtout qu'on a le même débat depuis le début, en fait. Si vous étiez du côté du gouvernement, imaginons, on est toujours obligé de se poser cette question. Vous diriez... C'est pas grave. Personne ne dit ça. Alors je vais vous répondre précisément. Les masques, non. Je vais vous répondre précisément. Les écoles, on les laisse ouvertes. Vous diriez ça, vous ? Je vais vous dire précisément. Je pense qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que très souvent je dis que nos démocraties sont ingouvernables,
je pense que n'importe qui serait à la place de nos dirigeants ferait la même chose. Mais vous voulez une dictature à la place, je comprends. Non, je pense qu'il n'y a plus de solution. En fait, puisque effectivement, non, il n'y a plus de solution. C'est pour ça que je vous dis que c'est ingouvernable. C'est-à-dire que la part aujourd'hui des réseaux sociaux, des médias, de l'opinion publique fait que tu te protèges toi quand tu diriges. Oui, mais il faut bien décider à un moment. Mais oui, mais effectivement, tu te protèges toi. D'abord, il y a la jurisprudence Laurent Fabius qui est passée par là, effectivement, sur le sang contaminé, que chacun, c'est ce qu'a dit d'ailleurs Emmanuel Macron à Philippe de Villiers, qui l'a répété, parlant d'Édouard Philippe, il pense à son risque pénal. Il parlait d'Édouard Philippe. Il protège son risque pénal. Et tous nos dirigeants aujourd'hui sont... Et tu ne peux pas faire autrement. À la fois, on veut à la fois... Et tu ne peux pas faire autrement. On veut avoir toute liberté, aucune contrainte. Et on veut avoir aucun risque dans tous les domaines. À tel point qu'on sait très bien qu'il y a une crise économique énorme, mais on veut renoncer en sortant de la crise économique à aucun des privilèges. Et puis ne soyons pas dupes. Moi, je veux pas une dictature sanitaire. Non, mais bien sûr, aujourd'hui, l'enjeu, c'est le prochain, j'entendais, et je l'avais cité ici, c'était évidemment une boutade, le prochain dictateur sera un médecin. Parce que au nom d'un médecin, comment vous dire, je peux très bien entendre un jour qu'on porte le masque toujours et tout le temps pour ne pas avoir la grippe. C'est-à-dire que l'année prochaine, le prof dira « Moi, je n'ai pas à prendre la grippe de mes élèves. » Donc, il porte le masque. Bien sûr, je suppose. Mais c'est possible. Et vous-même qui êtes médecin, vous pouvez dire « Si toute la France a le masque, il y a moins de grippe. » Je vous signale qu'il y a un vaccin contre la grippe qui existe aujourd'hui, alors que le vaccin contre le Covid-19 n'arrivera que dans 3 à 6 mois, Monsieur Alexandre, est-ce que ce que je dis est juste? Si tout le monde porte un masque, est-ce qu'il y aura moins de grippe en France? Oui ou non? Il y a un instrument pour éviter d'avoir la grippe qui s'appelle le vaccin. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. C'est leur problème. Pas besoin. Bon, c'est leur problème. Moi, c'est ça qui me fait peur, c'est que les gens... Ce qui me fait peur, c'est que les médecins ou les hygiénistes, etc., disent zéro risque. Non, personne ne dit ça. Mais vous entendez pas ça? Mais moi, j'entends ça. Les gens disent qu'il faut diminuer les risques. Mais j'entends ça. C'est le combat de la vie contre la mort. C'est exactement ce que disait Comte Sponville. Cette histoire, on accepte la mort, ça veut rien dire. Personne n'accepte la mort. À part les gens qui se suicident, mais c'est tout. Là, il a choisi de l'accepter, excusez-moi, il va tous falloir le faire. Que la valeur de la vie humaine ait progressé dans nos sociétés, c'est un progrès. C'est pas ça la question. C'est pas la question. Évidemment que c'est très bien de sauver des gens. Évidemment, et de donner un prix important à la vie humaine. Mais tout faire pour ne conserver que la vie pour elle-même, c'est nouveau, excusez-moi, c'est extrêmement nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire pour elle-même? Par exemple, je vais vous prendre un exemple très précis, c'est le changement, je l'ai dit 15 fois sur ce plateau, c'est le tout début du confinement où on décide dans une société quels sont sur les attestations, c'était quoi, les besoins premiers. Or, les besoins premiers n'étaient que matériels, en fait, pendant cette crise. Il n'y avait absolument rien d'autre. Lire un livre, aller dans une librairie, ce n'était pas un besoin premier. Les cultes, ce n'était pas un besoin... Mais justement, donc il y a bien une réflexion où on s'est dit, finalement, il y a des besoins premiers qui ne sont pas matériels et qui méritent le risque. Donc, c'est terminé. C'est ça, en fait, la différence entre la vie pour elle-même et la vie pour être vécue. En fait. Débat passionnant avec des avis différents. Merci, Monsieur Alexandre. Merci, Philippe Parola. Merci, Patrick Menet. Merci, évidemment, Laurent Geoffrin. Je trouve que c'est vraiment très intéressant, le débat qu'on a eu. Et puis après, chacun, j'allais dire, choisit son camp. Merci à Victoria